Te souviens-tu de l'époque où insulter quelqu'un avait du panache, de l'élégance même? Il fut un temps où traiter quelqu'un de bélitre, de butor ou de paltoquet était presque un art. C'étaient des mots pleins d'esprit, prononcés avec une ironie légère, avec cette touche de malice que seule la langue française savait donner. Aujourd'hui, beaucoup de ces insultes ont quitté nos rues, nos bistrots et nos conversations familiales. Dans cette vidéo, tu vas redécouvrir 18 insultes françaises qui faisaient partie de notre façon de taquiner et provoquer, mais avec élégance et créativité. Reste jusqu'à la fin car la dernière a une histoire fascinante qui va te surprendre. Bélitre. Pendant des décennies, bélitre fut une insulte redoutable dans la langue française. Le mot désignait un mendiant, un homme de rien, quelqu'un sans aucune valeur. Dans les salons du XVIIIe siècle, dans les marchés et les tavernes, il suffisait qu'une personne se montre méprisable pour entendre ce mot cinglant. Le terme résonnait comme un coup de fouet verbal, tranchant mais jamais vulgaire. Certains disent qu'il venait de l'ancien français, d'autres pensent donc qu'il fut emprunté aux dialectes régionaux. Dire à quelqu'un qu'il était un bélitre, c'était lui signifier qu'il n'avait ni honneur ni dignité. Avec le temps, le mot a disparu du langage quotidien, remplacé par des termes plus modernes et souvent plus brutaux. Pourtant, il garde le charme d'une France ancienne, celle où même l'insulte possédait du style et de la finesse. Aujourd'hui, entendre bélitre fait sourire, comme si on ouvrait un coffre rempli de trésors linguistiques oubliés. Butor. Dans le répertoire des insultes d'autrefois, butor tient une place particulière. On l'utilisait pour désigner un individu lourd, grossier, maladroit dans tout ce qu'il faisait. C'était le type de personne qui entrait quelque part et bousculait tout sur son passage, qui parlait fort sans jamais comprendre les subtilités. Appeler quelqu'un un butor, c'était pointer son manque total de finesse et d'éducation. Dans les années 50 et 60, le terme apparaissait encore dans les romans et au théâtre. Les personnages bourgeois l'employaient pour se moquer de ceux qu'ils jugeaient sans manière. Le son même du mot évoque quelque chose de pâteau, de pesant. Certains pensent qu'il vient d'un oiseau échassier à la démarche disgracieuse. Cette origine donnait au mot une image forte, presque poétique dans sa méchanceté. Aujourd'hui, butor a pratiquement disparu, remplacé par des insultes plus directes et moins raffinées. Cuistre. Il y avait autrefois un mot parfait pour décrire les gens prétentieux et suffisants. Cuistre désignait cette personne pédante, vaniteuse, celle qui se donnait des grands airs sans raison valable. Dans les universités et les cercles intellectuels du XIXe siècle, ce terme était monnaie courante. On traitait de cuistre le professeur qui étalait son savoir pour humilier ses élèves, l'écrivain qui utilisait des mots compliqués juste pour impressionner. C'était l'insulte préférée des vrais érudits contre les faux savants. Le mot possédait une force particulière parce qu'il dénonçait l'arrogance intellectuelle, ce défaut si répandu dans la société française. Dans les salons parisiens, traiter quelqu'un de cuistre pouvait déclencher un scandale mémorable. L'origine du terme reste débattue, mais son usage était universel parmi les gens cultivés. Avec le temps, cuistre a vieilli et sonne aujourd'hui comme un vestige d'une époque révolue. Pourtant, il reste compris par les générations plus âgées qui se souviennent d'un temps où la langue savait punir l'orgueil avec élégance. Faquin. Faquin appartenait au vocabulaire des honnêtes de gens qui voulaient dénoncer la grossièreté. Ce vieux mot servait à désigner un individu mal élevé, méprisable, dénué de toute dignité. On le trouvait dans la bouche des nobles, des bourgeois et même des commerçants respectables. C'était l'insulte qu'on lançait à celui qui se comportait sans honneur ni principe. Dans les pièces de Molière et les romans du XVIIe siècle, le faquin était un personnage récurrent, toujours ridicule et détesté. Il représentait tout ce que la société française rejetait dans ses valeurs morales. Le terme traversa les siècles en gardant sa force mais finit par disparaître au XXe siècle. Aujourd'hui, il est perçu comme archaïque, presque anachronique dans une conversation moderne. Peu de gens connaissent encore sa signification exacte. Pourtant, faquin garde cette sonorité rugueuse qui évoque parfaitement le caractère de ceux qu'il décrivait. C'est un mot qui appartient désormais au patrimoine littéraire plus qu'au langage vivant. Fesse-Mathieu. Voici une insulte qui faisait trembler les avares et les radins de l'ancienne France. Fesse-Mathieu désignait ces personnes qui comptaient les chaque sou, qui refusèrent de dépenser le moindre centime. Le nom vient de Saint Matthieu, patron des financiers, et des collecteurs d'impôts, et le verbe fesser qui suggérait une punition. Dans les villages et les villes, tout le monde connaissait son fesse-Mathieu local, celui qui prêtait de l'argent à des taux exorbitants. L'expression servait aussi pour les usuriers, ces hommes sans scrupules qui s'enrichissaient sur le dos des pauvres. Au XIXe siècle, le terme résonnait dans les cabarets et sur les places de marché. Les commerçants honnêtes l'utilisaient tôt pour dénoncer leurs concurrents trop cupides.
Mais avec l'évolution de la société et du vocabulaire, Fès Mathieu a progressivement disparu. Aujourd'hui, on le trouve seulement dans les vieux textes ou dans la bouche de quelques passionnés de langue française. Il reste pourtant un témoignage fascinant de la créativité populaire pour nommer les défauts humains. Faraud. Faraud était le mot parfait pour ces hommes qui se pavanaient en croyant impressionner tout le monde. Il désignait la personne prétentieuse, le fanfaron qui prenait des poses ridicules pour attirer l'attention. Dans les bals populaires et les fêtes de quartier, il y avait toujours un faraud qui paradait avec ses beaux habits. C'était celui qui parlait fort, qui racontait des exploits inventés, qui cherchait à séduire en se donnant des airs. Le mot possédait cette sonorité amusante qui rendait l'insulte presque sympathique. Dire à quelqu'un qu'il faisait son faraud, c'était le remettre à sa place avec humour. Dans les années 30 et 40, le terme était encore très utilisé dans toute la France. Les ouvriers le lançaient au contremaître trop fier, les femmes aux hommes d'oser trop sûrs d'eux. Peu à peu, faraud s'est effacé du vocabulaire quotidien, remplacé par des expressions plus modernes. Aujourd'hui, les jeunes générations ne le connaissent pratiquement plus. Pourtant, il garde ce charme désuet qui rappelle une France populaire et moqueuse. Fripon. Autrefois, quand on voulait parler d'un homme rusé et malhonnête, on utilisait le mot fripon. Ce terme désignait l'individu espiègle, celui qui jouait des tours et trichait sans vergogne. Dans les comédies classiques et les contes pour enfants, le fripon était un personnage central, tantôt attachant, tantôt détestable. Il représentait cette figure ambiguë du tricheur sympathique, celui qui arnaquait les riches pour survivre. Le mot avait une connotation moins grave que voleur, il suggérait plutôt la malice et la débrouillardise. Au XVIIIe siècle, traiter quelqu'un de fripon pouvait être une insulte légère ou presque un compliment, selon le contexte. Dans les marchés et les foires, on surveillait les fripons connus qui essayèrent de duper les acheteurs. Mais avec le temps, le terme a perdu de sa vigueur et de sa popularité. Aujourd'hui, il appartient surtout au registre littéraire ou historique. Bien qu'encore compris, fripon n'est presque jamais utilisé dans les conversations actuelles. Il reste néanmoins un bel exemple de ces mots anciens qui enrichissaient la langue française. Gourgandine. Gourgandine fut longtemps une insulte réservée aux femmes jugées de mœurs légères. Le mot désignait celles qu'on accusait de mener une vie dissolue, de fréquenter trop d'hommes. Dans les villages et les quartiers populaires, être traité de gourgandine pouvait détruire une réputation en quelques secondes. C'était une arme verbale redoutable, utilisée par les commères et les jalouses pour salir l'honneur d'une femme. Au XIXe siècle, le terme résonnait dans les lavoirs et sur les places de marché. Les femmes respectables l'employaient pour se distinguer de celles qu'elles méprisaient. Le mot portait en lui tout le poids du jugement moral de l'époque, cette société rigide qui contrôlait la vie des femmes. Aujourd'hui, gourgandine a heureusement disparu du langage courant. Il reste dans les vieux livres comme témoignage d'une époque où la misogynie s'exprimait librement. Entendre ce mot rappelle combien les insultes peuvent refléter les injustices d'une société. Gougnafier. Dans le Paris populaire du début du XXe siècle, gougnafier était partout. On appelait ainsi l'imbécile, le vaurien, celui qui ne valait rien aux yeux des autres. C'était l'insulte préférée des ouvriers dans les bistrots, des mères qui grondaient leurs enfants paresseux. Le mot sonnait comme une gifle verbale sec et définitif. Il désignait aussi bien le type incapable au travail que le bon à rien qui traînait dans les rues. Gougnafier possédait cette force du langage populaire, direct et sans détour. Dans les films français des années 50, on entendait encore les personnages s'insulter ainsi. C'était le vocabulaire authentique des faubourgs, celui qui sentait le pavé parisien et la sueur des ateliers. L'origine exacte reste mystérieuse. Probablement une création argotique est née dans les quartiers ouvriers. Avec le temps, le terme s'est effacé peu à peu du vocabulaire familier. Aujourd'hui, seules les générations anciennes s'en souviennent encore avec nostalgie. Malotru. Quand quelqu'un se comportait comme un rustre sans éducation, on le traitait de malotru. Ce mot désignait la personne grossière, celle qui n'avait aucune façon, aucune politesse. Dans les bonnes familles bourgeoises, c'était l'insulte qu'on lançait à celui qui mangeait bruyamment ou parlait la bouche pleine. Malotru pointait du doigt le manque de savoir-vivre, l'absence totale de raffinement. Au XIXe siècle, le terme séparait clairement les gens bien élevés des autres. C'était une façon de marquer les frontières sociales par le langage. Les instituteurs l'utilisaient pour corriger les enfants turbulents qui ne respectaient pas les règles. Dans les bureaux et les administrations, on murmurait ce mot à propos des collègues jugés trop vulgaires. Le son même de malotru évoque quelque chose de lourd et de déplaisant.
Aujourd'hui, bien que le mot soit encore compris, il n'est presque plus utilisé dans les conversations. Il appartient désormais à un registre littéraire dépassé. Mufle. Mufle servait à décrire ces hommes impolis, vulgaires, dépourvus de la moindre délicatesse. C'était l'insulte qu'on réservait à celui qui traitait mal les femmes, qui parlait grossièrement en société. Le mot venait du museau des animaux, cette partie brute et sans finesse. Dire à quelqu'un qu'il était un mufle, c'était le comparer à une bête sans manière. Dans les salons bourgeois et les cercles mondains, c'était une accusation terrible. Un homme traité de mufle perdait instantanément sa réputation et son crédit social. Les femmes utilisaient ce terme pour dénoncer les comportements irrespectueux ou les attitudes méprisantes. Au début du XXe siècle, mufle résonnait encore fréquemment dans les conversations élégantes. Mais progressivement, le mot a vieilli et perdu de sa force. Aujourd'hui, il sonne presque désuet, comme appartenant à un autre temps. Pourtant, il garde cette puissance évocatrice qui le rend encore compréhensible. Pignouf. Pignouf était le terme idéal pour désigner quelqu'un de rustre et de mal dégrossi. On l'appliquait à l'individu grossier, peu éduqué, qui ne comprenait rien au code de la civilité. Dans les milieux populaires parisiens, c'était une insulte courante mais jamais vraiment méchante. Elle portait en elle une forme d'humour, presque de tendresse moqueuse. Le pignouf était ce type maladroit qui renversait son verre, qui riait trop fort, qui ne savait pas se tenir. Au début du XXe siècle, le mot circulait abondamment dans les quartiers ouvriers. Les bourgeois l'utilisaient aussi pour qualifier ceux qu'ils jugeaient inférieurs socialement. Mais avec le temps, pignouf a progressivement disparu du vocabulaire actif. Aujourd'hui, quand il est employé, c'est souvent de façon humoristique ou affectée. Il garde néanmoins ce parfum d'authenticité populaire qui le rend attachant. Les jeunes générations ne le connaissent pratiquement plus. Paltoquet. Au XIXe siècle, paltoquet désignait le rustre prétentieux aux manières de paysan. C'était ce personnage qui essayait de paraître distingué mais échouait lamentablement. Le mot servait à moquer celui qui imitait maladroitement les gens de la haute société. Dans les théâtres parisiens, le paltoquet était un personnage comique récurrent, toujours ridicule dans ses tentatives d'élégance. Les bourgeois raffinés utilisèrent ce terme pour se distinguer des nouveaux riches sans éducation. C'était une façon cruelle mais efficace de rappeler les barrières de classe. Le son du mot lui-même évoque quelque chose de lourd et de disgracieux. On entend presque le bruit de grosses chaussures sur un parquet ciré. Dans les années 30 et 40, paltoquet apparaissait encore dans les conversations mondaines. Mais progressivement, il a disparu du vocabulaire quotidien pour rejoindre les dictionnaires poussiéreux. Aujourd'hui, ce vocabulaire est pratiquement absent du parler jeune et même des générations plus âgées. Pisse-froid. Certaines insultes visaient non pas la méchanceté, mais l'absence totale d'enthousiasme. Pisse-froid désignait cette personne froide, sans chaleur, perpétuellement morose et rabat-joie. C'était celui qui éteignait l'ambiance à chaque réunion, qui trouvait toujours une raison de ne pas s'amuser. Dans les fêtes de village et les bals populaires, il y avait toujours un pisse-froid pour critiquer et gâcher le plaisir. Le terme possédait une force visuelle extraordinaire, évoquant quelque chose de glacial et de désagréable. Dire à quelqu'un qu'il était un pisse-froid, c'était l'accuser de geler l'atmosphère par sa seule présence. Yokobone. 20e siècle, l'expression circulait encore dans les milieux étudiants et artistiques. Les jeunes l'employaient pour se moquer des adultes trop sérieux ou des camarades sans humour. Aujourd'hui, l'usage est très limité et le mot apparaît davantage dans des textes anciens qu'à l'oral. Il reste néanmoins parfaitement compréhensible et garde toute sa puissance évocatrice. Pourceau. Il existait un temps où traiter quelqu'un de pourceau était une insulte terrible. Le mot signifiait littéralement porc et visait les personnes sales, gloutonnes ou moralement répugnantes. Dans les campagnes françaises, c'était l'insulte ultime pour dénoncer celui qui mangeait salement ou vivait dans la crasse. Les mères l'utilisaient pour gronder les enfants qui se comportaient comme des animaux à table. Dans les monastères et les écoles religieuses, pourceau désignait aussi celui qui cédait aux tentations de la chair. C'était une accusation morale autant que physique chargée de tout le poids du péché. Le terme traversa les siècles en gardant sa violence symbolique. Au Moyen-Âge, comme au XIXe siècle, être comparé à un porc restait une humiliation profonde. Aujourd'hui, le mot est encore compris, mais rarement utilisé comme insulte spontanée. Il appartient plutôt au vocabulaire littéraire ou historique, évoquant des temps plus rudes. Ribaud et ribaude. Dans la France médiévale et jusqu'au XVIIIe siècle, ribaud désignait l'homme de mauvaise vie. Ribaude était son équivalent féminin, la femme aux mœurs dissolues qui vivait dans le vice. Ces mots portaient en eux toute la condamnation morale d'une société rigide et religieuse.
Les prédicateurs les utilisaient du haut de leur chair pour dénoncer les pécheurs. Dans les rues, traiter quelqu'un de ribot ou de ribaude pouvait mener à des bagarres sanglantes. C'était une accusation qui touchait directement l'honneur et la réputation. Les ribots étaient de ces vagabonds, ces soldats déserteurs, ces joueurs et buveurs sans foi ni loi. Les ribaudes peuplaient-ils les tavernes malfamées et les quartiers chauds des villes. Le vocabulaire médiéval était riche de ces termes violents qui marquaient les exclus de la société. Avec les siècles, ribot et ribaude ont progressivement disparu du français parlé. Aujourd'hui, ces termes sont extrêmement rares dans le langage contemporain familier. Sagouin. Sagouin visait directement la saleté et le manque d'hygiène des personnes négligées. Le mot désignait celui qui vivait dans la crasse, qui ne se lavait jamais, qui sentait mauvais. Dans les écoles de la Troisième République, les instituteurs traitèrent de sagouins les enfants mal tenus. C'était une insulte courante dans les milieux populaires où la propreté était une question d'honneur. Les mères de famille l'employaient pour gronder leurs enfants qui rentraient couverts de boue. Le terme venait probablement du nom d'un petit singe sud-américain réputé pour son aspect négligé. Cette origine animale renforçait l'aspect dégradant de l'insulte. Au XXe siècle, sagouin résonnait encore fréquemment dans les cours d'école et les ateliers. Mais progressivement, il a vieilli et son registre est aujourd'hui jugé archaïque. Les jeunes générations ne l'utilisent pratiquement plus, préférant des termes plus modernes. Il reste néanmoins présent dans la mémoire collective comme symbole d'une époque plus rude. Orchidoclaste. Si tu es arrivé jusqu'ici comme promis au début, voici le mot le plus fascinant de tous. Orchidoclaste est une insulte extraordinairement littéraire et sophistiquée. Le terme signifie littéralement celui qui brise les orchidées, autrement dit, celui qui détruit la beauté. C'était l'insulte des esthètes et des artistes contre les Philistins, ces gens incapables d'apprécier l'art. Dans les cercles intellectuels parisiens du début du XXe siècle, traiter quelqu'un d'orchidoclaste était une condamnation absolue. Cela désignait la personne qui piétinait tout ce qui était beau, raffiné, délicat. Le philosophe et écrivain Georges Sorel utilisait ce mot pour dénoncer ceux qui détruisaient les valeurs esthétiques. L'usage est resté extrêmement marginal, réservé à une élite cultivée qui jouait avec les mots rares. Aujourd'hui, orchidoclaste n'existe presque que comme curiosité linguistique dans quelques blogs spécialisés. Pourtant, il représente le sommet de la créativité insultatoire française, cette capacité à transformer même la critique en œuvre d'art. Te souviens-tu d'avoir entendu l'une de ces insultes anciennes ou en utilises-tu encore aujourd'hui ? Si tu es arrivé jusqu'ici, abonne-toi à la chaîne et viens avec nous revivre la France d'autrefois.